Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil à tous. Sahar Ramadankom, kol aam wantum bkhair. On est très heureux de vous accompagner durant tout le mois de Ramadan avec bien sûr nouvel horaire. On commence donc désormais à partir de 9h du matin et on terminera donc l'émission à 10h30. On aura aussi l'occasion de vous accompagner tout au long de la semaine à la même heure, bien sûr, avec aussi des programmes assez aussi consistants, surtout qui s'adaptent au mois sacré de Ramadan. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite aujourd'hui avec notre invité qui viendra assez régulièrement durant ce mois de Ramadan. Il s'agit de Ahmed Grig Hassan, qui lui est donc directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses. Il viendra nous parler de ces savants algériens consacrés à l'islam, qui ont travaillé sur l'islam. Nous allons aujourd'hui évoquer avec lui surtout la symbolique de ce mois sacré de Ramadan dans un tout petit moment avec lui sur notre plateau. Nous aurons également à parler beaucoup de consommation, de beaucoup d'associations qui travaillent surtout sur le bénévolat tout au long de ce mois sacré. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir l'association Amen qui se charge aussi de la sécurité, la protection du consommateur. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur la consommation de sucre durant le mois de Ramadan. Eh bien, nous aurons également une artiste peintre qui sera sur notre plateau. Nous découvrirons son exposition et surtout, elle viendra annoncer son exposition à Riyad al-Fath à partir du 12, qui est en place du 12 au 19 mai. Il s'agit de Mounia Assous qui sera sur notre plateau. Des sportives aussi seront sur notre plateau, des filles. Elles représentent l'équipe de l'USTHB de handball. Elles viendront nous parler de la coupe qu'elles ont remportée cette année. C'est un tournoi qu'elles ont donc joué et puis elles ont joué contre Hannabal. Elles ont gagné cette équipe de Hannabal. Elles seront là pour nous parler de cet exploit et surtout de leur parcours tout au long bien sûr de ce club, au sein de ce club, bien sûr de Babzouar. Et puis on aura également à parler culture. Ça va commencer tout doucement, mais en tout cas sûrement avec bien sûr les programmes réservés aux soirées de Ramadan, à commencer par l'Arc qui aussi se met aux couleurs des festivités de Ramadan. Eh bien, il s'agit donc de Afro Circus, itinéraire d'un continent. Ça sera donc une belle célébration à partir du 23 au 27 mai au niveau de l'Opéra d'Alger. Et pour nous en parler, nous aurons le représentant de l'Arc sur notre plateau en fin d'émission pour en parler en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, je vous laisse en compagnie des nouvelles du ciel de Mina Abed tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Elle est là, elle est en forme, comme chaque matinée, bien sûr, avec nous, quand elle a le plaisir d'être avec moi, surtout sur le plateau. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça commence tout doucement? Tout doucement. Pour le moment, ça va. Pour l'instant, il fait bon. Il y a un petit peu d'air. Ça va. Justement, toute la difficulté, c'est qu'il ne fasse pas trop chaud pour que les musulmans et surtout les jeûneurs n'aient pas à souffrir de cette restriction d'eau toute la journée. Bon, pour le moment, ça commence bien. D'accord. On verra. On va vous écouter. Allez-y. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Et bien, aujourd'hui, le ciel restera plutôt nuageux sur la partie ouest voilée. Avec possibilité de quelques faibles pluies sur les régions du centre un peu plus marquées, à l'ouest ainsi que sur les reliefs intérieurs et les Aurès. Sur les régions sahariennes, le ciel restera passagèrement nuageux avec un petit peu de pluie également. Sur le Sahara central, les oasis, on entra du soleil sur le Nord Sahara, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables avec sur la moitié nord 21 degrés à Alger ainsi qu'à Tizi Ouzou, 23 degrés à Annaba, 25 à Guelma, 22 degrés du côté d'Oran, 21 degrés à Tlemcen, 30 degrés à Béchar, 32 degrés à Tindouf, 28 à Gardaya, 38 à Adrar, 39 à Salah et enfin 44 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel sera plutôt voilé à Paris, dégagé à Madrid, Lisbonne, Bucarest, plutôt couvert. À Londres, Dublin, Marseille, Berne, Prague, Budapest, côté Mercure, on notera 20 degrés. À Varsovie ainsi qu'à Paris, 16 degrés à Londres, 22 degrés à Bordeaux, 23 à Marseille, 17 à Berne, 22 à Rome, 20 degrés à Prague, 17 à Budapest, 25 à Bucarest et enfin 27 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi.
Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée, Bonne Sahar journée. Mdanek, Bonne surtout journée. pour cette première journée. Et puis on se reverra bien entendu toute la semaine, durant la semaine bien Tout à entendu. fait. Voilà, on continue notre émission, on vient tout juste de commencer. On va commencer tout en douceur avec cette troupe El Jenadia. On se retrouve juste après.
C'est la troupe El Jenadia avec la belle voix de Iman Sahir. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, bienvenue à vous tous. Et merci de prendre Canal Algérie comme station et surtout de nous suivre jusqu'à 10h30. Vous avez vu les nouveaux horaires, c'est 9h, 10h30 durant ce mois sacré de Ramadan. Puis en tout cas, on vous souhaite un bon mois de Ramadan avec nous, en notre compagnie, en compagnie de tous nos invités et les programmes que nous aurons choisis pour vous. Nous avons choisi aussi d'inviter ce matin un habitué de Bonjour d'Algérie, aussi une personne qui a l'habitude donc de venir nous parler d'astronomie surtout, et cette fois-ci on le reçoit surtout pour parler donc du mois sacré de Ramadan. Il s'agit d'Ahmed Grigarsen. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous. Sahar Ramdanek, marhaba bik. On est toujours content de vous recevoir. Vous êtes directeur de la culture islamique. Exactement. Depuis quelques temps. Exactement. Voilà. Quelques mois. Et puis depuis, vous êtes là, vous avez été donc à ces réunions, surtout à cette rencontre, surtout cette nuit du doute. Vous étiez présent avec... Avec les chouyours, à leur tête Cheikh Tahar Ait Al-Jitarbi Hafdo. Donc on a eu le plaisir de partager un plateau de quelques heures qui a été transmis par les différentes chaînes, les différentes chaînes de la télévision algérienne. Ça a été un plaisir pour nous de partager un tant soit peu de savoir, de connaissances, de culture et d'apprendre aussi avec les chouyours. Donc on a essayé d'aborder les différents aspects de l'observation, exactement. L'observation du croissant de la Lune, qui était le thème de la soirée, puis aussi toutes les vertus qu'il faut que les musulmans doivent suivre durant le mois de Ramadan. Donc voilà, un peu de piété, un peu de calme, surtout de sagesse, de calme, surtout pour nous les Algériens, et surtout prendre du plaisir à passer un bon mois de Ramadan dans le calme, dans la sérénité et dans la piété. C'est la bonne pratique donc, du musulman et bien sûr du livre sacré. Donc, la lecture du livre sacré, un peu de dhikr, un peu de subha, un peu de tsbih et un peu de salat al-rasoul alayhi salatu salam. Tout ça va nous changer beaucoup après une année de travail, après une année de labeur. Donc on est là devant le mois du Ramadan, beaucoup de spiritualité aussi. On va écouter beaucoup de Qur'an, donc apprécier la lecture du Coran. Donc c'est une très belle occasion. Beaucoup de psalmodies aussi. Alors vous avez été aussi très affairé ces derniers temps. Vous avez beaucoup travaillé sur cette nuit d'observation puisque vous avez fait un colloque le 7 et le 8, c'est cela? Le 7. C'était le 7 au niveau de Dar al-Imam. C'était une journée merveilleuse. On a passé une très très belle après-midi avec des collègues du CRAG, notamment Dr Mourad Fouka et Dr Rabhi Khlef, avec bien sûr Dr Mchnan qui a aussi abordé les questions religieuses, les aspects de Sharia. Donc et là, on a essayé de montrer le parterre. Donc on a eu un parterre merveilleux. C'était en majorité des imams qui étaient très curieux de savoir comment se faisaient les calculs, comment les astronomes abordaient ces questions qui pour eux étaient leurs questions. Mais en fait, on a vu qu'il y avait un chevauchement entre les deux aspects. Il y a l'aspect religieux qui donne les signes exactement de Awqat Salat, les signes, comment faire ceci, comment faire cela. Et puis il y a l'aspect scientifique où on a montré, où ils ont vu que comment des jeunes chercheurs algériens prenaient le texte et le transformaient en équation. Et c'était ça l'exercice. C'était un travail pédagogique merveilleux et je pense que ça a eu beaucoup enfin, c'était un petit colloque, mais on a eu du succès parce que les gens ont finalement compris. Concrétiser en fait tout ce qui était scientifique, pouvoir observer le croissant lunaire à la bonne période, surtout avec les calculs, parce que bon, quelquefois le mauvais temps fait qu'on n'arrive pas à observer à l'œil nu, mais avec bien sûr un matériel spécifique. Il est aisé aussi. L'Algérie est un pays immense, alhamdoulilah, que Dieu nous protège, que Dieu protège le pays. C'est un continent, donc dire que oui, à cause du mauvais temps, c'est peut-être juste au nord, mais au sud du pays, on peut voir. Mais on a essayé de montrer aussi que ces aspects d'observation de la Lune, c'est un problème astronomique qui n'est pas propre aux musulmans, parce qu'il y a plein de spécialistes de par le monde qui abordent cette question. Et puis, qu'est-ce qui était spécifique aux musulmans? C'est le fait qu'il y ait
un témoignage d'observation de la Lune. Donc, on a essayé aussi d'aborder ces questions de comment valider ces témoignages, comment être sûr que le témoignage donné est valide, est vrai, est authentique. Donc, on donne les éléments, où est-ce qu'il faut voir la Lune, dans quelle direction, comment elle serait, comment elle sera. Est-ce que la Lune, parce que théoriquement, on va être devant plusieurs cas où l'observation est impossible, l'observation n'est pas possible, l'observation n'est possible qu'en utilisant des instruments astronomiques, donc des jumelles au moins ou un télescope, et puis le moment où l'observation est possible. Il y avait une très très belle question qui était sur, des fois, on décrète que la nuit du doute, le résultat est négatif, donc il n'y a pas de croissant, on n'observe pas. Le lendemain, quand les gens lèvent la tête, donc ils vont dire « Ah oui, mais le croissant est plus important, c'est un croissant de 2 jours. » Donc ça veut dire qu'ils nous ont menti. Donc si on vous a menti la veille, pourquoi on n'aurait pas été capable de l'observer vous-même, si elle existait? Mais des fois, il y a des mécaniques qui sont là, qui se font. Le fait que, par exemple, même si la Lune est vieille, donc elle arrive donc plus de 15 heures, mais le fait que des fois la Lune se couche avant le Soleil, c'est une question. Donc on ne peut pas l'observer parce que la Lune s'est couchée avant le Soleil. Puis d'autres fois, elle se couche juste au moment avec le Soleil. Ça dépend des saisons aussi. Ça dépend des saisons. Donc, voilà, l'emplacement géographique aussi est important. Des fois, on ne peut pas observer ici en Algérie, au Maroc, en Afrique du Nord, en Tunisie, mais la Lune est observable au sud, donc en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, elle serait observable. Donc c'est des aspects où il faut les deux avis, il faut vraiment concilier les deux avis pour arriver à un consensus sur l'optimisation de ce phénomène, de ces observations et de la validation du mois. Alhamdoulilah, cette fois-ci, tout le monde est d'accord, elle n'a pas été observée, donc tel que prédit par les calculs. Et donc là, on commence le Ramadan aujourd'hui, alhamdoulilah, b'saha wa lahna. Il y a eu aussi beaucoup de clubs astronomiques, aussi scientifiques, tout comme à Constantine, où donc il y a Sirius aussi qui régulièrement fait l'observation. Je connais presque tout le monde, j'ai des amis à Mdia, j'ai des amis à Ain Fkroun, j'ai des amis à Oran, j'ai des amis à Ghardaya aussi notamment. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais le plus ancien club a été créé à Oran. Donc c'est le Bettani d'Oran, c'est le plus ancien. Et puis le club d'Alger, il y a aussi le Beirouni qui est aussi l'un des plus anciens. Ghardaya, puis Médéa, puis Ghardaya. À Constantine, ils n'ont commencé qu'à la fin du XXe siècle. Donc ils sont relativement jeunes. Oui. Ils sont peut-être un peu plus actifs. Mais cette fois, on a aussi le bonheur d'avoir, enfin je viens de recevoir l'information, c'est qu'il y a le club de Ain Fkroun. Vous imaginez à Ain Fkroun, ils arrivent à faire des choses, des colloques internationaux. Et puis ils viennent d'adhérer à l'association arabe d'astronomie et des sciences de l'espace. Très bien. Donc c'est l'Union arabe d'astronomie et l'Union des sciences de l'espace. En tout cas, on voit que ça bouge énormément à travers donc, ce relais de scientifiques. Il y a aussi des gens de Tizi Ouzou, excusez-moi, parce que là, à Tizi Ouzou, c'est très particulier. Il y a un club, une association merveilleuse, parce que c'est tout simplement une association scientifique. Donc ils abordent tout, ils font des randonnées au jour du rat. Ça a commencé par le club des petits débrouillards aussi, avec bien sûr à leur tête. Admira aussi, il y a partout, alhamdoulilah. Maintenant, quand on a commencé en 2006, ils étaient quelques associations, quelques clubs. Maintenant, je pense qu'il y a des clubs dans une trentaine de wilayas, si ce n'est plus. Voilà, donc, des passionnés, comme l'étaient nos savants, puisqu'on aura l'occasion d'aborder tout au long de ce mois sacré de Ramadan avec vous, évoquer nos savants qui ont travaillé sur l'astronomie, sur l'islam, sur le Coran, et donc évoquer toutes ces pensées aussi. Parce qu'en fait, dire que c'était des savants, c'est pour moi, un peu réducteur. Parce que nos savants étaient aussi des intellectuels, parce que c'était des gens engagés. Engagés, pluridisciplinaires surtout. Exactement. Ils étaient engagés. Érudits sur tous les sujets. Mais des fois, on tombe des nues. Quand on tombe sur un document, quand on tombe sur une biographie, on se dit...
comment sont-ils arrivés à faire Avec tout peu ça? de moyens. Avec peu de moyens, ils ont formé 300, 400 étudiants, ils ont écrit je ne sais combien de volumes de livres, ils ont fait... C'est tout simplement, nous on l'explique par, on dit, ok, c'est la baraka du bon Dieu, donc il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une baraka qui a fait qu'il a fait tout ce travail dans une seule vie. Parce que nous, à notre échelle, on va se dire, il me faut vivre 300 ans pour faire tout ça, mais... oui, il y en a par exemple à Alger, le symbole d'Alger, on ne le dit pas assez, Sidi Abdelrahman Ta'alibi, avant d'être le saint patron de la ville, c'était un grand savant, un érudit comme il n'y a pas eu d'autres pratiquement dans toute l'Algérie, donc il y a quelques-uns, mais lui c'est un calibre tout à fait différent. Abdelrahman Ta'alibi, il a fait l'exégèse du Coran, il a fait la transmission du hadith, il a fait la lecture du Coran, il a laissé des dizaines d'ouvrages et c'est lui qui a fait d'Alger un centre intellectuel. C'est lui qui a transformé Alger. C'était une simple petite ville que les deux dynasties, les Hafsaïd et les Ziyanides, se disputaient, donc guerroyaient autour d'Alger. Elle était à la limite. Avec Sidi Abdelrahman Ta'alibi, elle est devenue un centre intellectuel et par la suite, elle est devenue, maintenant, c'est la capitale de tout le pays. Voilà. On aura l'occasion d'évoquer tout cela avec vous, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la symbolique de Ramadan, surtout au bon comportement du musulman, du Ramadan, surtout à la lecture du Coran et surtout, bien entendu, à cette habitude et ce comportement caractère du musulman. Donc, Ramadan, c'est fait pour être le mois des équilibres. Donc, c'est un équilibre physionomique. Donc, on doit... Pourquoi le jeûne? Le jeûne est important. Dernièrement, je lisais une étude dans une revue étrangère. Donc, je pense que c'est une étude anglaise. Ils sont arrivés au fait que la cellule, quand elle est affamée, elle vit plus longtemps. Parce qu'il y a moins d'oxydation, elle s'use moins, donc elle vit plus. Donc, quand on jeûne, en fait, on fait de la préservation. On se donne le temps de nettoyer le corps, mais il ne faut pas bien sûr... le corps. Exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier équilibre, c'est l'équilibre physionomique, c'est important pour nous. Et puis, il y a l'équilibre mental, intellectuel, spirituel pour nous. Donc, on se met dans un état de calme et de spiritualité. Donc, on reprend... en fait, on revient à l'essentiel. On se pose la question aux valeurs. Quel est notre objectif dans cette vie? Est-ce qu'on est là juste pour travailler, pour faire ce qu'on fait quotidiennement, ou est-ce que l'intérêt réside dans le fait d'avoir des objectifs un peu plus célestes? Donc on se dit, ok, il y a une fin, on arrivera un jour à cette fin. Et il faut se préparer. Donc, et penser aux autres, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Voilà, exactement. Et non pas s'affamer, parler que de... C'est l'équilibre social. Donc, il faut revenir aussi à son entourage, essayer si on a un peu plus, il faut donner à ceux qui en ont un peu moins, et essayer de rééquilibrer la société et arriver à un équilibre total. Donc, c'est baigner dans une regarder autour de soi, et pouvoir partager. Exactement. Il y a aussi quelques aspects. Donc, par exemple, quand on va au marché, on fait des courses, parce qu'on a faim en fait, et on se dit qu'on va tout manger. Mais la solution, elle est toute simple, il faut tout simplement faire une liste. Une liste de ses besoins. Donc j'ai besoin de ceci, je fais ma liste, et puis je me dis, ok, je vais me donner une petite marge un caprice ou deux, et puis voilà, donc et je m'arrête. Et je vais voir qu'à la fin... de pouvoir stopper en tout cas ces pulsions et de pouvoir être C'est pour ça qu'il faut partir avec la liste et il faut surtout établir la liste après avoir mangé. Donc la veille, on a mangé, on a terminé, on va au frigo, on vérifie ce dont on a besoin et on fait la liste. On a la liste, c'est bon. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis il faut aussi parler des malades en fait. Il y a les malades chroniques. Les malades chroniques, enfin, quand ils vont voir l'imam ou le mufti, il leur dit, votre mufti, c'est le médecin. Oui. Donc il faut aller faire une petite vérification, une révision chez le médecin juste avant Ramadan, qu'il vous donne les doses qu'il faut, qu'il vous dise si vous êtes capable ou non de faire le jeûne. Maintenant, s'il dit que non, c'est non. Tout simplement. Donc, il ne faut pas forcer le destin. Mais la personne âgée est très difficilement convaincable. C'est très difficile de pouvoir convaincre ces personnes à ne pas jeûner. Non, mais pour ça, il faut que les gens qui entourent ces gens, il faut qu'ils
peut-être qu'ils fassent recours à des psychologues Oui. qui les aident à comprendre, à admettre aussi la maladie et comprendre que le corps ne peut plus, donc il faut pas forcer le corps, il faut pas... Et voilà, donc et il faut aussi rappeler que un petit sourire, un petit, comme vous avez tout, vous avez Le caractère, caractère du d'être bon musulman. du bon musulman, il faut être souriant, il faut être calme, il faut essayer de... en fait, des fois, on se dit que oui, il m'a énervé, je lui ai répondu et je ne pouvais pas garder ça dans mon cœur, Oui. je devais faire sortir. Non, si on le fait une fois, on fait l'expérience de ne pas faire sortir une fois, on se dit, oh, ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Donc, ok, si je ne le fais pas, ça me Prendre dérange. sur soi. Prendre sur soi et se calmer et laisser passer. Ah, Et on va voir que... c'est facile de le dire, mais peut-être pas facile de le faire pour certains. Hein. Ah ouais, En mais tout il cas, faut le c'est un faire. exercice à pratiquer peut-être uniquement un mois durant ce mois sacré de Ramadan. Ce sera une bonne expérience. Inch'Allah. Et ça Merci. facilite la vie par la suite aussi. Exactement. Merci beaucoup, Merci à Ahmed vous. Ghali Ghassan. Je rappelle que vous êtes donc directeur de la culture islamique au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Voilà, on aura l'occasion de vous Inch'Allah. revoir. Merci. Bien sûr. Merci. Assez souvent durant Inch'Allah. ce mois. Saha Bien sûr. Siamkom. Allah yasselmek, saha siamkom. À vous également. On vous dit bonne journée. Ah, merci à Voilà. vous aussi. On continue notre émission. Cette fois-ci, on va rester bien sûr dans ce monde de culte, surtout du côté de Marseille. On vous emmène du côté de la cité phocéenne, retrouver cette mosquée d'Istres qui a été donc inaugurée en 2007. Yazid a revisité pour nous cette belle mosquée qui a été aussi restaurée, réouverte aussi, avec bien entendu cette bonne pratique de la religion. Regardez, c'est un reportage signé Yazid Aït Mahiddin. Dénommée le 3 juillet 2009, la mosquée Rahma de Istres, une ville située à 50 km de Marseille. Ce lieu de culte accueille chaque vendredi plus de 1000 fidèles représentant la communauté musulmane établie à Istres. Tout un programme est prévu pour le mois sacré de Ramadan. Nous essayons de faire une mosquée ouverte à tous, une mosquée de fraternité, de solidarité, qui reflète son nom, Rahma. Il faut récupérer les dons, les donations des fidèles et des généreux donateurs pour pouvoir commencer à organiser les menus, les courses à faire. Et donc le gros de travail c'est avec les cuisinières. Et ensuite trouver une équipe en rotation qui puisse le soir servir les repas qu'on va délivrer tout au long du mois de Ramadan. Pour le mois sacré Ramadan, on est en plein préparatif. Cette année, il y aura beaucoup de monde sûrement pour l'iftar parce que dans cette ville, cette année, on a reçu des réfugiés pakistanais. En plus, il y a des Soudanais, des Syriens et les Chibani à proximité. Donc, il y aura beaucoup de gens pour venir rompre le Ramadan tous les soirs, Inch'Allah. Ici, les femmes de la mosquée de Istres sont à pied d'œuvre pour la préparation des menus pour le mois sacré de Ramadan. Ce qui compte effectivement, la solidarité, la sociabilité. On essaie de se rencontrer et de faire venir les gens qui n'ont pas de moyens. On est très content de les recevoir à la mosquée. La moitié, c'est les gens qui habitent au foyer et ça passe très très bien. Il y a une très bonne organisation, il y a de la solidarité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare shorba, harira, et on est plusieurs sœurs. Il y a des Marocaines, il y a des Algériennes, il y a même des Tunisiennes. Prières, jeûnes et autres rituels de dévotion et de contemplation, le mois du Ramadan présage de bonheur et de miséricorde. Une pensée à tous les Chibani, la première génération d'immigrés venus travailler dans les usines de Istres. إن شاء الله وسنتنا والخير إن شاء الله الأمة الإسلامية كل صلوا الشر وإحنا صلوا على شر صموا عليه بصحة ولنا ربي يعطينا الصحة باقي يستر طول الأمة الإسلامية بارك الله فيهم. أولا يعني كما الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض يعني نتسنوا هذا الشهر المبارك يعني بشغف وحب كبير لأنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النار. Le mois de Ramadan, on le fait dans la mosquée et tous les gens et tous les musulmans ils sont invités à manger tous les soirs
tous les soirs le ramadan, quoi. Je dirais bon ramadan à tous les musulmans. Et puis je souhaite que ça va durer comme chaque année. Je souhaite un bon ramadan à toute l'Oumma islamia, partout dans le monde et ici à Istres. Alors mes vœux c'est la paix. Je vous souhaite le salam et à tous les musulmans de Istres et du monde entier. Voilà. Eh bien, on a pu voir ce reportage signé Yazid Ait Mahidine où on voit en tout cas tous ces fidèles qui sont là, qui cultivent les valeurs de paix, de tolérance et surtout de miséricorde. Eh bien, nous allons continuer sur cette lancée avec notre invité qui, lui, va nous parler de consommation durant le mois de Ramadan. Avec nous, Monsieur Kamal Hallam, bonjour. Bonjour. Bienvenue madame, parmi bonjour. nous. Bonjour. On avait déjà commencé le débat, hein, nous autres, oui, effectivement. en coulisses. On parlait donc de cette consommation assez effrénée durant Ramadan. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'association Amen, qui est donc pour la protection du consommateur. Vous existez depuis 2014 et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de tout ce que vous avez fait durant ces derniers jours, surtout cette campagne que vous avez menée sur plusieurs wilayas d'Algérie. Oui, effectivement, je vous remercie de me permettre de faire un rappel sur cette campagne, parce qu'une association bénévole comme la nôtre, vous savez, les problématiques de la consommation sont nombreuses, elles ne sont pas seulement liées à celles de l'alimentation, mais toujours est-il que nous essayons d'aborder petit à petit, chaque année, au fur et à mesure du renforcement de nos structures, de nos capacités, puis de l'expérience cumulée, et puis des problématiques que nous regardons comme étant pertinentes, qui se dégagent, parce que chaque pays a ses problématiques consuméristes, et puis aussi de la demande exprimée en termes de plaintes, etc. Tout cela, nous le comptabilisons, nous faisons une analyse, et nous classons aussi notre action. Chaque année, nous faisons un bilan d'activité et puis nous traçons un programme. Dans les programmes, nous retenons toujours, nous avons dans notre stratégie le fait de retenir ce qui est morbide, par exemple, malheureusement, pour la société. Donc, l'aspect sanitaire prime, et puis d'autres considérations sécuritaires, etc. Donc, nous avons retenu pour cette année, parce que c'est une problématique universelle, mondiale, qui a été retenue comme problématique phare auprès de l'OMS, c'est le sel, sucre, matière grasse, qui est à l'origine de nombreuses maladies malheureusement, diabète, les maladies cardiovasculaires, et de plus en plus, cancer. Ces dernières années, de plus en plus, c'est-à-dire qu'aussi chaque pays a son habitude alimentaire, bien entendu, mais avec le surachalandage, je suppose, ces dernières années, avec la concurrence, bien sûr, qui existe sur les marchés, on est plus tenté. Le consommateur est plus tenté. Donc, il y a une frénésie, bien sûr, de la surconsommation. Mais vous savez que l'achalandage, si on peut, ou l'offre qui est exprimée, la variété de l'offre, c'est une richesse pour le consommateur, c'est un choix. Vous savez que le consommateur n'est pas monolithique dans le goût, les couleurs. Chacun ses goûts. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a l'ordre qualitatif et l'ordre des prix aussi. Chaque qualité a son prix. Donc, et les bourses et les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes, bien sûr. Donc, si on prend l'offre globalement, oui, c'est vrai, il y a un achalandage. Mais si on la segmente par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au goût, etc., vous allez restreindre cette offre. Finalement, elle devient à la juste mesure. Parce que vous savez pertinemment qu'une offre ne peut pas excéder la demande, sinon il y aurait des pertes. Donc, il y a un calcul, un jeu d'équilibre. Donc, si on la prend segmentée, elle est à sa juste relation, et elle est justement relativisée par rapport à tous les goûts, à tous les segments. Donc, alors, ceci dit, d'autre part, vous savez que le consommateur bénéficie du jeu de concurrence parce que cela renforce son pouvoir d'achat, parce que cela diminue le prix à l'achat. On ne peut pas dire que nous allons restreindre l'offre, donc augmenter en même temps le monopole. Et le monopole, c'est jamais intéressant pour le consommateur, ni pour l'économie nationale d'aucun pays. D'autre part, nous voyons dans cette offre qui est alléchante, malheureusement, dans certains segments, c'est qu'il y a une frénésie à la consommation. Ça veut dire qu'il y a une tentation. Et que s'il y a trop d'offres, nous incite à devenir une société de consommation avec toutes les problématiques qu'ont connues les pays dits de société de consommation. Et il y a plusieurs types de consommation, parce que là, on parle de consommation alimentaire beaucoup plus
plus que d'autres choses. À la consommation, on peut consommer, je ne sais pas, des électroménagers ou autre chose, mais là, on parle beaucoup plus d'alimentation. Oui, pour l'alimentation, c'est vrai que nous avons vu une recrudescence, enfin même l'OMS dans le monde entier, l'Algérie n'échappe pas à la règle malheureusement, et nous avons notre manière de manger, notre culture, nos us, coutumes, etc., notre régime alimentaire, entre guillemets, national et même maghrébin, parce que nous sommes, même les pays du Maghreb partagent cette culture de consommation, c'est que nous avons une recrudescence, une augmentation des maladies liées à cette mauvaise consommation. C'est-à-dire que nous concentrons notre alimentation, par exemple, dans les céréales très riches en sucre, etc. Mangeons peu de fruits parce que c'est aussi cher, parce que le marché n'est pas suffisamment bien régulé, parce que nous n'avons pas de plateforme stratégique de régulation, de chambres froides attenantes adossées à ces plateformes. Conserver, bien sûr, ces fruits et légumes. Donc ces fruits qui, dont les prix fluctuent, ne sont pas abordables dans beaucoup de saisons. Donc, dans certains pays, on conseille de manger 5 fruits et légumes, etc. Mais peut-on le faire chez nous pour les petites bourses? On parle là pour la problème alimentaire, bien entendu. On touche les couches moyennes et les sédentarité aussi pour certains individus. Et voilà, ça se répercute sur la santé directement. Ça se répercute sur la santé. Et puis, il y a aussi le renchérissement de certains produits qui incitent le consommateur à se rabattre sur d'autres. Sur d'autres. Et nous allons voir la problématique du gaspillage pour laquelle nous avons lancé une campagne. Dès que nous avons organisé une conférence de presse pour donner un bilan campagne sucre, sel, matière grasse qui s'est déroulée de janvier à mai, touché 15 wilayas, plus de 60 actions de sensibilisation directe, plus de 100 actions de sensibilisation directe dans les universités, les centres, les places publiques, les centres commerciaux, etc. etc. Et nous avons distribué plus de 30 000 flyers. Donc quand on distribue 30 000 flyers, ça veut dire qu'on a touché 30 000 consommateurs potentiels et potentiels également indirects. Les sensibiliser au gaspillage surtout. Mais malgré ça, sucre, sel, matière grasse. Mais dans les campagnes, toujours nous adançons toujours d'autres problématiques, l'Internet, le gaspillage, etc. Parce que nous profitons de cette proximité. Nous investissons. Avec le consommateur. N'oublions pas que nous sommes bénévoles. Donc quand nous sortons, vous savez que nous avons un axe principal de sensibilisation, mais auquel nous attenons un peu d'autres axes secondaires qui sont pertinents. Mais nous voulons mettre l'accent sur quelque chose sans en mettre... Est-ce que vous avez réussi à faire peut-être un bilan ou des études autour du pic qui existe durant le mois de Ramadan? Est-ce que c'est un mois où vraiment... Non, pour la surconsommation ou la consommation plus excessive de sucre ou matière grasse également? Oui, nous avons pris vous savez, si vous allez attendre des études, etc., c'est délicat. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rapprochés à travers nos membres, des laboratoires, c'est-à-dire des laboratoires d'analyse médicale. C'est ça. Nous leur avons posé la question suivante. Est-ce que vous avez une recrudescence, par exemple des TP, par exemple des triglycérides, etc. Nous avons dit, alors là, la première semaine, c'est une catastrophe durant le Ramadan. Donc les hôpitaux également, il y a des pics. Donc à travers toutes les connaissances, nous avons eu un sondage direct qui nous prouve que réellement il y a cette surconsommation, frénésie sur les matières sucrées, etc. Donc ça c'est une problématique. C'est-à-dire finalement le Ramadan qui a été prescrit par le bon Dieu pour l'humanité, pas seulement pour les musulmans, pour l'humanité, c'est que était une prescription médicale de prévention, de santé, etc. Donc pour le corps et l'esprit. Pour le corps, physiologiquement, pour détoxifier donc, son corps de tout ce qui a été fait. Et l'esprit, bien sûr. Renforcer l'esprit parce que la force de caractère, etc., résistance, tout ça, ça raffermit corps et esprit. Donc corps et esprit, c'est important. L'homme est ainsi fait. Donc nous nous énervons, nous stressons, nous tout ce qui est négatif. Comme on dit, dans tout ce qui est négatif. Voilà. Donc nous nous énervons, nous dégageons des hormones nocives pour notre corps, etc. Et en même temps, nous déséquilibrons notre alimentation. Par exemple, nous surconsommons. Et nous axons notre consommation sur beaucoup de sucré, salé. Nous surconsommons le gras, parce que beaucoup de viande en même temps. Mais il y a une explication à tout ça, cette frénésie aussi. C'est que
Moi, j'ai attendu que des sociologues, etc., fassent une recherche sur ça, mais il n'y en a pas suffisamment. Il n'y a pas d'études suffisantes ou qui ne sont pas mises suffisamment en évidence. Alors, nous, dans l'association, nous avons une section études et thématiques en réfléchissant sur ce, pour mieux sensibiliser, pour axer notre sensibilisation sur les bons caractères, les bons traits de sensibilisation. Nous avons remarqué que l'Algérien a ce comportement parce que à la fin des années 70 et durant les années 80, c'était les années de pénurie, premièrement. Puis il y a une évolution de la famille. Vous savez, le nombre de logements qui a éclaté, la famille s'est dispersée. Voilà. C'est plus une famille qui vivait avec les tantes, les grands-parents, etc. Exactement, il y avait les gardiens du temple qui faisaient une bonne pratique, exemple. Et il y avait une seule personne qui faisait les courses. Voilà, exactement, qui n'y avait pas donc de gaspillage. C'est pas tout le monde qui ramenait le pain. Aujourd'hui, vous avez acheté, moi aussi, il fallait me le dire, etc. Exact. Donc tout ça fait que nous allons dans ce domaine. Et puis les gardiens du temple avaient les bonnes manières de manger, les bonnes cultures. Par exemple, tamzbi, comme on dit, qui est un excellent pour la santé, n'est-ce pas? C'est des sucres lents. Voilà, on perd. Avec du petit lait, c'est important pour la protection de l'estomac, etc. Mais nous perdons beaucoup d'éléments de valeur nutritive, culinaire, etc. Et donc, tous ces années de privation et de mutation sociale, parce que les familles... C'est vraiment une mutation sociale. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Voilà, etc. Comme vous dites, il y a donc plusieurs bourses à la maison, donc plusieurs personnes font les courses. Exactement. Donc, quand nous avons vu tout ça, c'est que... Et puis, ça pour les gens qui sont devenus dans la classe moyenne, qui ont donc pouvoir d'achat, qui ont changé de mode de consommation, etc. Et puis ceux qui avaient un peu vécu ou qui continuent à vivre la pénurie, parce que le pouvoir d'achat ne leur permet pas, quand est-ce qu'ils mangent de la viande, qu'ils un peu chouchoutent la famille, etc., présentent une table ornée avec tout ce qu'il y a à mettre, tous les interdits de l'année, en quelque sorte. Alors c'est durant l'Aïd et le Ramadan. C'est-à-dire, les gens économisent pour se permettre tout durant le Ramadan. Mais ça encore, c'est aussi une mauvaise pratique. Puisque... Oui, mais c'est une concentration de gras, de sucre, de sel pendant un mois. Mais le corps étant resté le même volume, en fait, 24 heures. D'accord. Et en plus, on diminue la capacité de travail parce qu'on veille, etc., parce qu'on ne travaille pas suffisamment et tout. Donc, nos besoins réellement diminuent, n'est-ce pas, physiologiques. Et nous, on continue, dès que l'Adhan, hop, on casse, mais alors on mange pour 4 ou 5, n'est-ce pas? Et ça, c'est un cumul, le corps ne peut pas c'est très mauvais. C'est très mauvais pour la santé. Donc on sort du Ramadan, non pas renforcé spirituellement et physiquement, mais avec des kilos en plus. Mais amoindri. Et puis on s'enorgueillit. Et quelques maladies en plus aussi, peut-être. Et puis, durant toute l'année, on s'enorgueillit d'avoir une religion très intéressante, mais alors là, extraordinaire, c'est vrai, mais on ne lui rend pas, c'est-à-dire... on ne la pratique pas comme il... Voilà, exactement, c'est-à-dire que finalement, on ne respecte pas un des préceptes fondamentaux, c'est que Ramadan, ce n'est pas une privation, mais c'est plutôt une règle de conduite, de bien-être, etc., de bienséance, tout ça. Et là, on joue sur ça, on rappelle, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Les médias sont en train de nous aider. Je vous remercie d'ailleurs. Vous nous invitez à chaque fois pour le rappeler. C'est un rappel toujours très intéressant. Et puis, se remettre en question, essayer de voir aussi sur le type aussi de consommation que nous exerçons au quotidien et surtout durant Ramadan, bien entendu. Faire attention à ce que vous mangez, faire attention à ce que vous consommez. Et quand vous faites les courses, faites attention aussi à ce que vous achetez. Oui. Alors nous, qu'est-ce que nous préconisons ou ce que nous conseillons aux consommateurs? Parce que les gens disent, bon, c'est bien, vous dites, etc. Mais ça, c'est de la littérature. Qu'est-ce que nous conseillons? Alors, on leur dit, durant le Ramadan, faites vos courses pas au jour le jour. Déjà, planifiez vos achats. Pour savoir planifier ses achats, c'est simple. On achète ce que l'on va
cuisiner. Donc, pour planifier ses achats, il faut planifier ses menus. C'est ça. Programmer ses menus à la semaine, de préférence. Ou selon la capacité d'achat. C'est-à-dire, si je peux acheter chaque 3 jours, je planifie pour 3 jours. Déjà, donc, chaque 3 jours, c'est faisable, c'est très bien. Et puis, elle dit oui, mais comment? Planifier, c'est simple. Prenez un jour de semaine sans viande. Il reste 6 jours. Dans les 6 jours, planifiez les plats à viande rouge, à viande blanche, poisson, etc. Pour ceux qui peuvent le faire. N'achetez pas que de la volaille, etc. Pas de viande blanche volaille, viande blanche aussi poisson. Tout ça. Donc, quand on fait ça un jour sans viande, et puis si vous mangez de la viande, beaucoup de viande dans la shorba, pourquoi faire aussi jouez avec de la viande? Pourquoi surconsommer de la viande? Même pour la viande, c'est pas bon pour la santé. Même pour les enfants qui ne pratiquent pas comme à notre époque beaucoup de sport. Et dont nous signalons aujourd'hui le taux d'obésité qui a augmenté. Alors, pas de pratique, beaucoup de surcharge scolaire, le programme. Et là, je salue les efforts qui sont faits parce qu'il y a un allègement qui commence à être entrepris, des programmes. Et donc, nous, on a d'ailleurs proposé qu'il y ait cette pratique sportive beaucoup plus importante et le facteur, c'est-à-dire tout ce qui est rémunérateur en termes de notation, donc etc., soit pris en considération. Donc, avec tout ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne éducation? Est-ce que c'est le bon équilibre qu'on donne à nos enfants? Donc, il faut planifier ses menus, programmer ses achats et donc budgétiser. À la semaine, donc diviser par 4. Son budget et savoir donc comment gérer. C'est des conseils, bien sûr, que vous donnez, que vous allez nous donner assez régulièrement durant Ramadan pour essayer en tout cas de donner quelques conseils à nos chers téléspectateurs qui sont aussi des consommateurs au quotidien. À vous aussi et surtout bon courage pour ce que vous faites au sein de votre association au quotidien avec l'association Amen. Merci beaucoup, Monsieur Allem. Merci. Et merci pour tous ces conseils. Voilà, on continue. Je vous invite encore une fois à aller du côté de Mornia, regarder comment est-ce que ces vendeurs d'épices ont eu comme génie de présenter ces épices aussi aux consommateurs. Regardez, on se retrouve juste après. Si vous sentez un mélange d'odeurs de gingembre, de cumin ou n'importe quel arôme exotique, soyez sûr que vous êtes au cœur du grand marché aux épices de Mornia, près de Tlemcen. Des pyramides entières sont dédiées aux dizaines de condiments qui viennent de Syrie, d'Inde ou de Turquie. Plus d'une centaine d'échoppes hautement stylisées offrent une harmonie de couleurs qui titille les tentations. J'achète beaucoup d'épices que j'utilise dans la harira pour qu'elles soient excellentes. Alors dans la harira, j'utilise la karouia, la kababa, le gingembre. J'ai un budget entre 1500 et 2000 dinars qui vont directement vers les épices pendant le ramadan. Je n'achète pas tout le temps, j'achète tout à la fois et à l'avance. Si le marché est aussi réputé, c'est d'abord pour la qualité de la matière première, du grain et des fruits qu'on moud sur place dans l'arrière-boutique de certains magasins qui ont leur propre moulin et qui sont sollicités par grands et petits revendeurs et même des particuliers. Nous travaillons avec 2 moulins. Un moulin de pierre dans lequel nous moulons le grain et un autre qu'on appelle marteau pour les fruits plus solides comme le gingembre. En ce moment, c'est la période de Sha'ban et notre produit est très demandé. Nous travaillons surtout avec les familles ainsi que les grossistes sans relâche. Dans l'univers des épices, il y a tout autant des novices que des générations d'épiciers passionnés par ce labeur particulier. Les mélanges et les dosages qu'ils détiennent, ils les rapportent surtout chez les vieilles femmes ayant fait leurs preuves dans l'art culinaire ou les lotions médicamenteuses. Au tout début, j'ai commencé à travailler avec un grossiste pendant les vacances, 15 à 20 jours, et j'ai pris à cœur ce boulot. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma propre épicerie. هذا راس الحانوت نخدموه اون جينيرال نخدمو تاع حريره فيه 8 تاع لي زيبيس لو ديكور كل واحد عنده لاغريف تاعها هنا في المارشي كاش نديروه هاد لافلور لو بالمي انا نديره سا برون ابوبري باش ندير لو ديكور عندها ابوبري اونتر 25 و 30 مينوت خاطر شاك كليون عنده واش يبغي خاطر حنا كي نخدموا كي يجي يقول لك انا باغي ندير لو بلا فلاني نعطيوه لي كومبوزون على حساب لو بلا اللي باغي يديره.
Comme le ramadan approche, alors les demandes explosent au grand bonheur des épiciers qui savourent les dividendes de ce commerce aux odeurs d'une terre lointaine. Voilà, et tout de suite, nous allons parler de sport. Bah oui, il faut beaucoup parler de sport. C'est encore une fois une bonne pratique pour le quotidien. En tout cas, nous avons le plaisir d'avoir des championnes sur notre plateau. Elles ont remporté la coupe universitaire. En tout cas, elles ont joué face à une équipe de Hannaba, de handball. Eh bien, elles sont là pour nous prouver qu'elles ont réussi avec leur médaille et surtout la coupe qu'elles ont remportée. Il s'agit donc de Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. On est très honorés d'être là aujourd'hui. C'est gentil. Et je voudrais vous dire aussi Sahar Mdankom et Sahar Mdankom à tout le peuple algérien. Bravo déjà à vous pour cette belle consécration. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous êtes accompagnée de Kautar. Bonjour Kautar. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous souhaite un bon ramadan, ainsi pour tout le peuple musulman. Parfait, parfait. Bienvenue à vous toutes. Rania aussi qui est avec nous. Marhaba bik. Bonjour à vous et bonjour à tout le peuple algérien et merci pour votre invitation. Là, on est très heureux en tout cas de vous recevoir. Vous représentez les étudiantes algériennes et les étudiants algériennes. Vous avez donc joué au sein de l'université de Bab-Zouar, l'USTHB qui fête cette année ses 44 ans d'existence. Oui, déjà. Déjà. Et vous représentez fièrement les étudiants algériens. Oui, alors on est très fiers de représenter l'université de Bab-Zouar et très fiers de représenter l'équipe de handball. Féminine. Oui. Bon, donc pour ma part, ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe universitaire de hand. Et avec notre entraîneur que je salue, Monsieur Kamal Zemoum, qui n'était malheureusement pas disponible aujourd'hui. C'est dommage. Et il nous a pas ramené la coupe. Quel dommage. L'avion. C'est pour ça. Mais vous avez vos médailles, donc heureusement. Vous avez été récompensé par le ministre des Sports. Exactement. Et cette semaine, ça a été donc la joie pour vous, toute l'équipe. Oui. C'est en tout cas une récompense parce que vous avez joué depuis le début. Vous avez eu 10 matchs en tout et pour tout au long de l'année. Oui, alors il faut savoir qu'on a gagné tous les matchs. Bravo. On a gagné. Les premiers depuis 2006. Non, c'est pas depuis. C'est-à-dire parmi les équipes qui auraient remporté 72. Oui, on est les premiers parmi 72 équipes algériennes. Donc l'université est fière de vous, je suppose. Oui, ils sont fiers, mais bon. Oui, dites-leur, vous représentez l'université de Bab-Zouar, c'est pas rien. Et surtout l'équipe féminine qui est en force avec cet exploit. Et donc, vous avez, je rappelle que pour vous, Lydia, vous êtes en 3e année génie des procédés à Bab-Zouar. Exactement, exactement. Pour vous, vous êtes en géophysique master 1, c'est ça? Oui. Et puis, Rania, vous êtes, en... biologiste, voilà. Année, futur nutritionniste. Futur nutritionniste. Et vous arrivez à vous organiser, point de vue entraînement? On trouve des difficultés, mais ça passe. Ça passe. Voilà. Et comment est-ce que vous avez adhéré au club de l'université? C'est pendant... Toute l'année dernière? Oui, l'année dernière, c'est à partir de ma première année. D'accord. J'ai bien géré mon temps. D'accord. Vous étiez sportive avant de rentrer à l'université? Depuis 5 ans. D'accord. Avec le club Nadi Olympique Regaya. Et cette année avec Fort-de-L'Eau. Fort-de-L'Eau, très bien. Donc vous êtes toutes des sportives. Avant de rentrer déjà à l'université, vous étiez sportive. Ouais. Donc pour vous, Lydia aussi, c'est pareil. Vous étiez depuis, je crois, 11-12 ans, c'est ça? Exactement. Depuis mes 12 ans. Alors j'ai fait le club de Bordj El Bahri, Mouloudia de Bordj El Bahri. Et puis je suis passée à Fort-de-L'Eau. Dans le même club que Rania d'ailleurs. Ensuite, pour cette année, je suis partie à l'Olympique Shabab Ain Taïa, que je salue d'ailleurs. Et là aussi, vous remportez donc des matchs? Oui. Il y a des résultats? En civil, on est classé 3e en senior. Bravo.
pour cette année. Dommage, on aurait pu faire mieux. Oui. On aurait pu faire mieux, mais bon. pour ça, il faut beaucoup aussi travailler, beaucoup d'entraînement. Oui, entre exactement. l'université et le sport, ça se passe comment? C'est très difficile à gérer. Donc, on doit se programmer, tout le temps programmer tout à l'avance pour pouvoir gérer entre nos périodes d'examen, d'interro et nos entraînements qui sont souvent quotidiens. C'est ça, parce qu'en plus de ça, vous êtes en civil, vous jouez, Ouais. et vous jouez, vous avez des Et matchs, bien, vous avez des déplacements, je suppose. Oui. Les déplacements, Alors là, c'est aussi, les déplacements, c'est très... c'est difficile à gérer tout ça. Exactement. Bah, bravo à vous. Merci. Kauthar, vous aussi, vous jouez depuis 4 ans? Oui, j'ai commencé avec l'université USTHB. Mais avant? Non, j'ai fait de la musique. Ah. Oui. Alors, j'avais des propositions d'après Ain Taya, le club de Ain Taya, le club de Ain Naja. Mais avec le temps, j'avais pas le temps, surtout ma spécialité très difficile à l'USTHB. Waouh, c'est vrai, en plus en Master 1, donc oui. Plus de charge de travail, je suppose. Oui, elle fait des études en anglais, c'est très, très Alors, on difficile. vous voit en photo, là. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette photo, c'est quoi? C'est en Constantine. C'était à Constantine. Alors, c'était la demi-finale de Coupe d'Algérie. On a joué contre l'équipe de Biskra. On a gagné. De Biskra. Est-ce que vous avez rencontré un jour des équipes redoutables où les filles qui voulaient gagner absolument? Oui, alors il y a eu 2 équipes. Il y avait celle de Tizi Ouzou, c'était un match très difficile. Waouh. Et il y a eu le match de Boumerdas aussi, qui était très difficile. Pour le match de Biskra aussi, ce n'était pas évident parce qu'on était parti en sous-effectif. Et on a joué. Oui, on était à 7. Oh, c'est dommage. Il n'y avait pas de remplaçante, alors pour gérer tout le match. 7. Oui, mais on a joué le même jour de voyage. Oui, alors il faut savoir qu'on est parti très tôt. Vous étiez fatigué, vous étiez donc avec des éléments en moins, et vous avez réussi à gagner. Oui. Bravo. 10 points d'écart. 10 points d'écart en plus. Ça veut dire que l'équipe en face aussi n'était pas... Oui, n'était pas dans son genre. Plus haut de sa forme, hein, on peut dire. Exactement. Bravo. Donc vous êtes là à relever à chaque fois un défi. Là, vous voudriez faire quoi plus tard encore? Remporter d'autres challenges, des équipes que vous n'avez jamais encore rencontrées? Exactement. Alors, il faut savoir que pour avoir la Coupe d'Algérie cette année, ce n'était pas facile. Il fallait coordonner nos emplois du temps. Parce que c'est une coupe universitaire de l'année, c'est pas rien. Oui, merci beaucoup. Alors, il faut savoir que chacune fait une spécialité différente. Oui. Et que pour pouvoir coordonner nos horaires et nos entraînements, c'était difficile à gérer. Mais il faut rappeler que quand même, le sport apporte énormément à l'équilibre, bien sûr, de l'individu. Pour vous, je suppose que c'est un bienfait terrible. Oui. Quand vous jouez pas, ça se passe comment? Exactement. Pour ma part, si je ne m'entraîne pas ou si je ne joue pas, je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps à bout de nerfs. Donc, oui. Et pour vous, les entraînements, comment ça se passe, Rania? Très bien. Bon, j'ai 3 fois par semaine. J'ai fait mes études durant la semaine et les matchs pendant les week-ends. D'accord, ça va. Donc vous vous reposez pas beaucoup, ça veut dire. Vous avez un en fait, on se repose en faisant du sport. Voilà, vous décompressez, vous faites le vide en faisant votre sport préféré qui est le handball. Exactement. Vous l'avez choisi comme ça sur un coup de tête, un coup de cœur. Comment ça s'est fait? Oui, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Surtout que vous êtes la plus récente dans ce sport. Allez, on est en train de voir des photos. C'est la finale. Oui, la finale. C'était à Annaba? Blida. La finale s'est jouée à Blida avec l'équipe de Annaba. Oui, exactement. Alors, donc tout le monde est là. C'est une bonne équipe. C'est notre staff, nos dirigeants, notre entraîneur, qu'on salue tous d'ailleurs. Et il y avait aussi l'équipe de Annaba qui est venue se joindre à nous. Ah, sympa. Donc il y avait le fair play. Oui. Super. Exactement. Donc ça? Et là, c'est le jour de la remise des prix où on nous a donné notre coupe et notre attestation et nos médailles, et voilà.
Et je suppose que le public était au rendez-vous, vos parents étaient là? Non, nos parents non malheureusement, mais il faut savoir que le jour de la remise des prix, il y avait plusieurs sports en même temps et donc il y avait vraiment beaucoup de monde. En plus de ça, il y avait plusieurs absences des athlètes, les interrogations, les exposés, plein d'exposés, plein de... On a dû sacrifier quelques cours et quelques TD pour pouvoir y aller. Beaucoup. Exactement. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Vous avez un petit peu séché les cours pour avoir la coupe aujourd'hui. On a des difficultés. Donc, l'université peut être fière de vous. Oui, mais c'est dommage parce que quand on présente nos justificatifs à nos profs et qu'ils ne sont pas d'accord, ils nous disent que ce n'est pas une justification valable pour manquer des cours, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Bah oui, voilà. C'est l'occasion de le dire haut et fort à l'antenne. Voilà, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le reste. Merci. On rappelle que vous êtes, vous, par rapport au terrain, vous jouez sur quel pivot? Alors moi, je suis pivot. Voilà. Et elle aussi, d'ailleurs. C'est ma coéquipière, on a le même poste. Alors, c'est quoi votre poste? Moi, je connais rien aux règles du jeu du hand. Alors, il faut savoir que dans un terrain de handball, on a 7 joueurs contre 7 joueurs. Le gardien de but, et puis il y a les 6 joueuses. Bon, je vais commencer par la défense. Il y a les 6 joueuses qui se mettent sur la zone. Et on a plusieurs tactiques de défense, comme par exemple contre l'équipe de Annaba, on a dû jouer en 5-1, avancer sur une joueuse qui était assez forte. Donc on a dû lui jouer en avancée. Vous l'avez tout de suite repéré. Voilà. Pour ça, c'était plutôt l'entraîneur. D'accord. Il a une vision globale du terrain. Et le pivot se place en attaque sur la zone de l'adverse. Donc il y a nos 5 joueuses qui jouent en demi-centre, arrière et puis les ailières. Et puis il y a le pivot qui est en zone, qui attend sa balle. Qui attend sa balle, c'est ce que vous faites d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être peut-être plus balèze, plus Exactement. D'accord, on vous choisit donc. Oui. Et ce que je disais hier, je disais en basket, on pensait que c'était en faisant du basket, on allait pousser. Mais en fait non, on choisit toujours les grands. Pour faire du basket. Exactement. Donc c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. En tout cas, bravo les filles. Bonne chance pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance surtout pour vos études universitaires. Là, je pense que vous êtes en plein examen. Oui, on est en période d'examen, exactement. D'ailleurs, après-midi, j'ai un examen de TP. Waouh. En tout cas, bravo à vous et merci d'être venu. Merci. Surtout, bravo à l'université du STHB, l'université de Bebzoua, qui a une histoire et vous en faites partie de l'histoire aujourd'hui. Avec cette coupe que vous avez remportée. Exactement. Bonne chance. Merci à vous. Un dernier mot pour chacune, allez-y. Alors, moi, je souhaite saluer ma tante qui est à Paris, qui est en train de me regarder actuellement. Je lui fais un petit coucou. Je salue mes parents qui me donnent tous les jours le courage d'avancer. Et puis mes entraîneurs, mon équipe qui est ma deuxième famille, je les adore. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Exactement. Bravo, merci beaucoup Lydia. Kautar? Moi, je fais un petit coucou à mes parents qui sont à Skikda, ma petite famille, mes voisins, mes entraîneurs aussi. Tous ceux qui vous encouragent et qui vous encouragent à continuer sur cette lancée, surtout le sport féminin, surtout. Et bien sûr vos études qui sont primordiales. Voilà. Merci. Eh bien, Rania. Moi, je fais un petit coucou à ma petite famille, mon père et ma mère et mes sœurs, et mon frère qui est à l'étranger. Aussi à mon ancien club, Nadi Olympique Regaya, et aussi mon entraîneur. Mon équipe de Fordlo. Actuelle, voilà, parfait. En tout cas, bonne chance à vous. Merci, c'est gentil. Sahar Mdankoum. Et puis, j'espère à d'autres réussites sportives, encore une fois. Comme ça, vous reviendrez. Inch'Allah. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Narim Al-Walish qui nous fait découvrir le musée de l'agriculture. Véritable caverne d'Ali Baba, ce que vous voyez là est ce qu'on peut appeler musée de l'agriculture. Ça se trouve à Belabès et on y rencontre de vraies reliques ayant un rapport direct avec la terre et celui qui la travaille. C'est un peu comme la maison du paysan avec son incroyable attirail absolument antique. Très très jeune, j'ai commencé les collections, j'étais collectionneur de cartes postales et de timbres et de tout matériel. J'ai commencé un petit peu à collectionner le matériel agricole.
Et c'est à partir de là, à peu près en 2008, que ça a commencé, le musée a commencé à fonctionner. Mais le problème qui se pose actuellement, les gens ne sont pas sensibilisés pour faire des donations au musée. Donc il a fallu que j'achète du matériel et j'ai commencé à faire les brocantes. On ne peut pas parler de musée, sérieusement on ne peut pas parler de musée. On parle de ramassage actuellement, on ramasse le matériel pour les stocker en vue de la création d'un endroit idéal pour les visites. Situé à l'intérieur d'un ancien labo vétérinaire à l'Institut d'agronomie de Bel-Abbès, ce musée englobe plus de 5000 pièces dont certaines comptent plus de 4 siècles. Particulièrement curieux, ces objets racontent un passé lointain où l'homme puisait tout dans la nature pour vivre et faire vivre cette même nature. Ça, c'est un four traditionnel, koucha, où nos grands-mères et nos mères préparaient le pain. Elle est faite à base d'argile et de paille. On peut la former. On utilise 3 choses. On utilise soit le bois, soit les fientes d'animaux ou des chevaux. On les utilisait et ce qu'on appelle le louguid, le louqoud, c'est ça qu'on utilisait pour préparer le pain. Là, on est devant un échantillon de sapindus. Le sapindus est un arbre, ce qu'on appelle le savonnier. Le savon bio, le sapindus, est apparu à peu près vers la Deuxième Guerre mondiale, où il n'y a pas eu de savon. Bon, comment la préparation, comment elle se fait? On le plonge à peu près 12 à 14 heures dans de l'eau et le lendemain on se lave. L'avantage qu'il a, il est tiré par un âne ou la bnadem الجبده. Et l'avantage qu'il a, حاجه سهله وتخدم 3 travaux. تحل الخط. هنا on peut régler les semences تاع السلاطه ولا رادي ولا نافي ولا اللي بغيتيها ومن بعد يردبها. Il fait 3 travaux حاجه سهله et qu'on peut pas trouver un petit peu. Quoique très mal loti à cause de l'espace vétuste qu'il abrite, ce musée a beaucoup voyagé lors de rencontres d'ici et d'ailleurs. Ces objets qui appartiennent au patrimoine de l'humanité n'ont pas de valeur comptable. Il serait donc temps de les mettre en valeur, n'était-ce pour une approche historique et didactique. C'est un reportage qui nous invite en tout cas à découvrir ce musée qui se ferait la joie donc des enfants et de mieux comprendre l'utilité de chaque instrument, de chaque outil surtout et bien entendu avec un bon agriculteur pour expliquer l'utilité bien sûr de notre agriculture. Et bien cette fois-ci nous allons rester dans le domaine, on va s'intéresser plutôt au domaine artistique avec notre invité. Il s'agit de Mounia Assous. Bonjour, bonjour madame, merci à vous, merci à tout le monde. Merci. Bienvenue, vous êtes artiste peintre. Oui. Vous êtes là avec vos tableaux et surtout vos chefs-d'œuvre. Vous exposez en ce moment même au niveau de l'espace France Fanon, donc de Riyad El Fath. Oui. Voilà, une belle exposition de tableaux que vous avez choisi du patrimoine algérien. Ah, oui. Il faut rappeler que vous avez fait la Société des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts. Et actuellement, je travaille j'ai un atelier de M. Mohamed Laraba, que je le salue. Voilà. Alors, c'est ça. Je travaille actuellement avec lui. J'essaie de mieux persévérer dans ce domaine. C'est très beau en tout cas, vous avez un beau coup de crayon et vous vous êtes intéressé beaucoup plus à l'art figuratif. Figuratif, beaucoup plus nature morte. Nos coutumes, les natures mortes, plein de détails de l'Algérie. De l'Algérie. Nos coutumes algériens. Voilà, et vous avez fait la Société des Beaux-Arts, ça vous a permis de parfaire votre formation parce que vous aviez, je suppose, un bon coup de crayon. Parce que quand on fait l'association, c'est qu'on a un don quelque part. Quelque part, oui. J'ai un don depuis l'enfance et je l'ai persévéré avec cette association qu'elle m'a ouvert l'opportunité pour avancer dans ce domaine. L'association qui se trouve à Rarmoul. Rarmoul, oui. Voilà. Rarmoul, après ça, c'est très joli. Côtoyé beaucoup d'artistes où j'ai cherché des conseils. J'ai cherché pour avancer, pour connaître plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour travailler. Après, c'est ça les résultats. C'est ça les résultats. Et donc, depuis 4 ans, vous avez fréquenté cette association, 4 ans. Donc, ça vous a conforté sur surtout certaines techniques. Vous avez beaucoup appris avec des professeurs qui vous ont enseigné. Et vous avez choisi votre voie.
avec la voie du figuratif. Les natures mortes, plusieurs techniques qui sont difficiles même pour avancer. Si je fais, je vais vous dire, le moderne ou bien des autres techniques, des autres arts, je serai prête pour affronter ça. D'accord. Donc vous avez suffisamment de bagages aujourd'hui pour pouvoir, pour pouvoir. C'est très joli, celle-ci est très jolie. C'est donc une scène de vie du côté donc de Biskra, je suppose. C'est ça. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce tableau. C'est une histoire, c'est une inspiration. D'accord. C'est la tradition de Biskra. هذا واد باين يجيبوا الماء بالقلات بكري les femmes. Je suppose يحكي على نفسه. Exactement. C'est une création ou alors vous avez vu ça? Une inspiration. Une inspiration que je l'aurais faite à plusieurs fois parce que c'est une technique aspect à l'ancien modèle. Je voulais bien garder l'aspect de ancien modèle. Typique. Alors j'ai travaillé et j'ai retravaillé à chaque fois pour sortir Et c'est quoi finalement une inspiration? C'est-à-dire on reprend les scènes de vie? Les scènes de vie ou bien les photos d'une époque où je la refais à chaque fois à ma méthode, à ma technique aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'elle existe déjà? Déjà, c'est toute une histoire. J'ai plusieurs, comme vous voyez là-bas, les photos. J'ai la bande de Bir Khadem. C'est une grande histoire. Le Bir Khadem qui كان اسمها البكري يخدموا الخادم. هذيك هي لا بون دو بالخام هي تمد الماكله واللو les passagers. D'accord. J'ai fait toute une histoire باش نقدر نرسميه bien sûr. Et ça rappelle à chaque fois donc comme vous le disiez tout à l'heure le patrimoine, nos coutumes, nos us bien sûr de l'Algérie. J'essaie toujours de نعرف l'Algérie par notre travail parce que l'art c'est un moyen de communiquer avec les étrangers, pourquoi pas. Celui-ci, c'est encore une fois les ruelles de la Casbah. La Casbah, c'est connu. C'est connu. Le Hayek, c'est la porte aussi, elle est très intéressante parce que le bleu, le vert ou le rouge fait la Casbah. Alors chaque fois, j'essaie de sortir des créations, c'est pas de reproduction parce que la Casbah كبيرة عريقة. Alors, à ma façon. Voilà. Et les techniques que vous utilisez beaucoup plus, donc c'est à l'huile? C'est la peinture à l'huile, oui. C'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Oui. J'apprends toujours. Avec un fond noir. Je prépare toujours un fond noir. Une technique de monsieur D'accord. D'accord. C'est-à-dire que vous peignez carrément la toile qui est totalement blanche en noir. Et après, vous commencez à dessiner votre propre tableau. Ah, eh bien ça, je ne le savais pas. Et vous avez plusieurs tableaux. Vous avez exposé à la salle France Fanon à partir du 12. Vous avez eu le public qui est venu. Oui, tout un petit peu. C'était animé avec le monsieur Khayter, que je le salue aussi. Un grand artiste aussi qu'on a l'habitude de recevoir sur notre plateau. Justement, il a fait le saxo. C'était animé, c'était bien passé. Très bien. Eh bien, en tout cas, ça va continuer puisque c'était prévu que, bien sûr, ça se termine le 19. Mais l'espace France Fanon a rajouté une semaine supplémentaire. Donc, vous aurez l'occasion d'aller voir les belles œuvres donc, de Mounia Assous. On en voit une aussi. C'est un très joli tableau. Donc, une nature morte, plutôt, non, un paysage. Un paysage, oui. Voilà. Un beau paysage. Boussaada, Biskra, Ghardaya. D'accord. À quoi on le reconnaît? Au tissage? Non, c'est le petit. Ah oui, on voit le minaret de très loin. De très loin, on le voit. De, bien sûr, la belle région de Ghardaya. Voilà. Très bien. Bni Yezgen aussi. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on vous dit bonne chance pour ce que vous faites et puis bon courage. Et voilà, on aura l'occasion de se revoir peut-être pour d'autres occasions. Je vais venir avec plaisir. C'est gentil. Merci pour l'accueil aussi.
C'est gentil. Ben, on continue notre émission. On va s'intéresser au programme, bien sûr, de Ramadan dans un tout petit moment avec notre dernier invité. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Leïla Benaïcha s'est déplacée du côté donc, de Cherchel pour voir un petit peu comment ça s'est passé du côté donc, des inventeurs, des innovateurs, surtout des chercheurs qui ont travaillé sur ce challenge qui a été donc récompensé. Regardez, on se retrouve juste après. Durant 3 jours, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique de Bousmaïl a abrité le First Mubtakir Challenge 2018, qui a connu une bonne participation de jeunes porteurs de projets. Nous avons donc sélectionné 10 meilleures en quelque sorte idées. Et nous avons commencé donc à les accompagner en matière de formation. Nous avons commencé à les coacher pendant 2 jours au niveau de notre centre pour pouvoir les accompagner à préparer une présentation d'un projet basé sur un plan de charge, un plan business, des objectifs, des orientations. Et aujourd'hui, ils sont invités pour une sélection finale pour primer en quelque sorte les 3 meilleures inventions pour chaque thème. Donc à savoir, comme j'ai dit, la sécurité alimentaire et l'environnement. Le challenge soulevait 2 thématiques, agroalimentaire et santé, prototypage et environnement. La présentation des projets devant la commission d'expertise et d'évaluation a dévoilé une foultitude d'idées innovantes. Mais les délibérations ont retenu seulement 10 projets. Je me suis engagée sur un projet pour la production d'un complément alimentaire à base végétale, à base d'une plante très utilisée dans la médecine de phytothérapie. En fait, c'est la sauge. En fait, on a remarqué que le taux de stérilité et de l'infertilité féminine a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis, on voulait optimiser, trouver des solutions pour cette problématique. Et on a pensé à la sauge. Et on voulait bien produire ce complément alimentaire pour pallier à ce problème, pour trouver des solutions à ces femmes qui désirent avoir des enfants et concevoir des enfants, bien sûr. En fait, ce projet a fait l'objet d'une étude qui a été réalisée entre les laboratoires de Babzouar, sous la direction de M. Belkhalfa Mourad, en collaboration avec les laboratoires de LNCPP, les laboratoires de contrôle des médicaments. Mon projet, c'est la production d'acide hyaluronique. Cette molécule, elle est naturellement présente au niveau du corps humain, ce qui signifie qu'elle ne présente pas le moindre danger. Et en fait, elle a beaucoup de vertus et elle est utilisée dans divers domaines de la santé, que ce soit la dermato, la rhumato, et elle est utilisée comme traitement et surtout en cosmétique. Et malheureusement, cette molécule, elle est exclusivement importée dans notre pays. Alors, j'ai eu l'idée de produire ça et aussi d'optimiser le procédé de production en réduisant le coût. Donc c'est là où réside mon innovation en question, c'est apporter quelque chose à notre pays, un impact économique et améliorer le domaine de la santé. D'autres ressources. Les participants à ce challenge sont tenus à développer des idées sur des thématiques futuristes à impact social et économique. Les lauréats bénéficieront d'une assistance personnalisée dans les incubateurs et seront accompagnés jusqu'à la concrétisation de leurs projets et création de leur propre start-up. Je tiens à remercier le Centre de recherche en physico-chimique, le CRAPSI, pour cette initiative. C'était une belle rencontre entre les scientifiques. On n'a jamais eu une occasion pareille et j'espère que ça va se répéter au cours des années prochaines, Inch'Allah. Voilà, on aura l'occasion, j'espère, parce que bon, beaucoup sont partis, hein, les lauréats sont partis, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en recevoir quelques-uns encore pour pouvoir parler bien sûr de cette belle innovation, surtout de leurs belles innovations, de ces startups qu'ils ont créées à l'occasion, et sur remercier le centre du CRAPSI, c'est cela, à leur tête Madame Gasmi qui était venue nous parler de ce challenge. Eh bien en tout cas c'était une réussite pour une première édition. Eh bien tout de suite nous allons parler culture avec notre dernier invité Rachid Briki qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Comment ça va?
Ça va, ça pourrait aller mieux. Avec un bon café, avec Voilà. une cigarette, j'imagine. Voilà, exactement. Mais bon, vous avez du pain sur la planche, Oui, puisque oui, oui. Ramadan, vous avez mis les bouchées doubles pour essayer donc de concocter un programme tout à fait alléchant pour le public, les jeûneurs surtout qui vont devoir sortir et Les se habitués, des divertir, soirées, ouais. surtout des soirées de Ramadan. Alors l'arc se met au diapason, bien sûr, de Ramadan. Oui, donc nous avons un spectacle exceptionnel qui viendra donc durant ce mois de Ramadan et qui sera donc qui aura lieu à l'Opéra d'Alger, c'est du 23 au 27 mai, donc 5 dates à 22h30 on va dire, et c'est un spectacle inédit parce que c'est un spectacle de cirque, mais c'est pas le cirque tel qu'on le voit, ce n'est pas Vous l'avez intitulé Afro-Circus. Afro-Circus. Alors, Exactement. c'est, bien sûr, on comprend bien que c'est la culture africaine, du domaine donc, de l'acrobatie. Acrobatie, contorsionnisme, en fait, c'est un mélange entre les cultures du cirque à l'ancienne, vous voyez, le cirque traditionnel, et puis une nouvelle manière de voir le cirque, puisque c'est un spectacle où il y aura également du conte, où il y a un maître de cérémonie qui va raconter une histoire, donc ce conteur va en même temps annoncer ses artistes, et donc c'est tout un mélange, c'est tout un spectacle. Il y a aussi des musiciens qui seront derrière, nous aurons un percussionniste qui jouera des instruments de percussion traditionnels africains, et puis quelqu'un qui jouera du clavier, de la guitare aussi. Donc Afro Circus, le spectacle s'appelle Afro Circus, itinéraire d'un continent. Donc c'est des jeunes danseurs qui venus de différents venus de Guinée, pays. qui viennent de Conakry. C'est des jeunes qui ont appris à faire leur métier de danseur sur les plages de Conakry, et donc ça aussi c'est extraordinaire. Et c'est vraiment des figures incroyables, c'est vraiment les choses qu'ils arrivent à faire avec leur corps, c'est incroyable. À voir, parce que c'est en même temps l'art donc de se contorsionner avec bien sûr mêlé à la danse, à la culture populaire africaine, et ça avec de la belle musique africaine. Avec de la belle musique africaine, et surtout avec une adaptation pour le public algérien, puisque Atman va raconter des histoires en tant que... Lui, il va faire un petit peu faire le rôle d'un pêcheur algérien qui rencontre ces jeunes danseurs qui viennent d'Afrique et qui sont ici en Algérie, et donc il les rencontre sur une plage, et puis il décide de monter donc ce spectacle avec eux. Et donc voilà, c'est une adaptation pour le public algérien, et puis c'est vraiment un excellent spectacle. Voilà. En tout cas, le public aura le choix, puisqu'il y aura donc 5 soirées à partir de 22h30 au niveau donc, de l'Opéra d'Alger. Exactement. Donc ils auront le choix de venir déjà d'une première, peut-être s'ils n'ont pas encore tout vu, ils peuvent revenir. Exactement. En tout cas, il y en a pour tous les publics. Pour tous les publics et pour toutes les bourses également, puisque pour ce spectacle spécialement, donc nous avons décidé de numéroter les sièges. D'accord. Ça sera un peu comme dans les avions, puisque chaque personne aura son siège numéroté, et il y a différentes catégories, donc différents prix, à chacun de choisir la place qui lui convient selon son prix. Donc voilà. Ah, très bien, très bien. Et donc, en principe, les troupes sont au nombre de... Alors, la troupe est constituée d'une vingtaine de personnes, mais sur scène, vous avez, on va dire, une dizaine de personnes, sans parler donc du conteur, des musiciens. Donc, il y a pas mal de monde sur scène, et puis ça bouge de partout. D'accord. Alors, les répétitions ont commencé ? Ouais. La troupe arrive le 19, nous avons une conférence de presse le 21, et puis les répétitions commencent le 20, mais là ils arrivent après-demain, de Conakry, puis une autre équipe qui vient de Paris. Le compteur il est déjà là, Atman il est là, parce que je pense qu'il bosse sur quelques feuilletons en même temps, ou je sais pas. Mais Atman il est là, et tout le monde sera en mode répétition à partir du 20 mai. Atman qui est originaire donc, de quelle région ? C'est des Balabès, je pense. Peut-être. En tout cas, on le salue parce qu'on a l'habitude de le recevoir, lui qui aussi excelle dans le domaine du conte, et bien sûr qui raconte, et qui a aussi son aura quand il est sur scène. À la télé également. À la télé également. Alors peut-être parler de ces prochaines programmations au niveau de l'arc, mis à part ce spectacle. Alors mis à part ce spectacle, nous allons attaquer la saison estivale avec le programme Ciné-Plage, où différentes plages du pays seront animées surtout par le cinéma, puisque c'est des projections de films algériens, puis d'autres films aussi, sur les plages pour le grand public, en mode transat, face à un grand écran. Donc ça c'est un événement qu'on
organise depuis pas mal d'années, qui a son public et qui est très important pour nous également. J'imagine. Voilà. C'est en tout cas, vous renouez avec une habitude, hein, toujours, que l'Arc a toujours l'habitude de programmer pour les estivants, bien sûr. Sinon, pour parler des expositions qu'il y a aussi au niveau de l'Arc. Alors, on vient de boucler avec le Moustache, là. Très belle exposition, oui, très sympathique. Expo. On a eu l'occasion de le recevoir. Exactement, il est venu ici. Et puis, il y a eu l'équipe de Vivarium aussi qui avait fait une expo. Sinon, je vais demander à ma collègue Myriam Maït El-Hara de venir vous parler un petit peu de son programme des expositions un peu plus en détail si vous souhaitez. Mais il y a des choses à venir au niveau de l'Arc, oui, bien sûr. Nous avons tout un programme pour l'année 2018 et puis nous travaillons également sur 2019 actuellement. Donc, les perspectives donc, de l'Arc alors, des perspectives de l'Arc, moi je gère le département musique et spectacle vivant. Vous aviez habitué aussi avec le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes qui vient de s'achever, puisque là, au niveau du Festival de Cannes, c'est plus l'Arc, mais c'est plutôt une autre institution qui s'appelle le CADC qui gère ce festival. Et ils ont donc bouclé... Avec la programmation cinéma. Oui, programmation cinéma, et puis pas mal de jeunes metteurs en scène, réalisateurs qui sont donc qui devaient y aller et qui y étaient donc au Festival de Cannes. Et sinon, l'Arc ne fait plus de production dans le cinéma, mais peut-être un peu plus de promotion, et surtout cet événement Cinéplage qui est important et qui draine du monde et qui surtout permet aux gens de voir des films qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de voir et de les voir sur une plage, sur un transat, des films algériens, des nouvelles productions, ça c'est important. Voilà, sympa. Ça, c'est important. Parlez aussi de tout ce que vous faites au quotidien, point de vue aussi, exposition, on en a parlé. Alors exposition, c'est le département art visuel et patrimoine. Moi, les résidences de création, on le fait aussi avec, que ce soit sur le département livre et documentation. D'écriture, résidence artistique. Musicale également, on en a fait aussi. Photographie, peinture, donc tout type de résidence à Dar Abdeltif, qui est un lieu qui s'y prête, qui est carrément, dont c'est la vocation, on va dire. Mais sinon, beaucoup de choses à venir en termes de spectacles, en termes d'expositions, de rencontres littéraires, puis de promotion du cinéma algérien en Algérie et à l'international. Voilà. Vous connaissez bien le monde de la culture, on parlait tout avant de Riyad El Fath France Fanon, vous étiez aussi, vous avez eu cette expérience aussi de travailler à Riyad El Fath. Vous étiez mon école. Voilà, et donc vous connaissez bien, c'est pour ça que je dis le terreau bien sûr de la culture, commence très tôt, et vous êtes un parfait exemple donc, de ça. Merci, oui, le REF, on travaille toujours avec. Puis, de communication autour de la culture aussi. Aussi, ça c'est important également, très important. La culture aujourd'hui, c'est une méthodologie de travail, hein, c'est un vrai métier de faire des événements culturels. Donc voilà, c'est important de prendre ça en considération et de savoir qu'il ne s'agit pas de monter des opérations juste comme ça, mais il faut vraiment avoir les outils et connaître un peu comment organiser tout ça. C'est pourquoi, pour cette opération et surtout pour ce beau spectacle intitulé Afro Circus itinéraire d'un continent, ça sera donc bien structuré avec une conférence de presse qui aura lieu le 21 à 15h à Dar Abdeltif. Voilà, et puis donc voilà, les billets sont déjà en vente à l'Opéra, donc les gens qui veulent acheter des places, ils peuvent se rendre à l'Opéra d'Alger ou à Dar Abdeltif pour acquérir leurs billets avec les différents tarifs et les différentes places, les différents sièges selon leur choix. Voilà, c'est très bien. En tout cas, le spectacle est donné, ça y est. Vous avez déjà le premier spectacle, le premier rendez-vous à partir du 23 et ce jusqu'au 27 de ce mois. Donc vous avez 5 jours, 5 soirées à réserver absolument du côté de l'Opéra d'Alger avec Rachid Briki qui est venu ce matin spécialement pour nous en parler, représentant de l'ARC, l'Agence pour le rayonnement culturel ici en Algérie. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci pour beaucoup. Ce premier jour. Un excellent Ramadan aussi. Un excellent Ramadan, Inch'Allah. Merci. Et puis on va terminer l'émission avec ce magnifique livre consacré à la ville de Ouargla, un très beau livre aux éditions CDSP, voilà, qu'on vous fera découvrir plus en détail, bien sûr. J'espère qu'on aura peut-être l'auteur. On va montrer quelques photos aussi qu'il y a à l'intérieur, les gravures rupestres de la région et surtout un très beau livre à avoir absolument chez soi. Voilà, la ville de Ouargla. Une ville aussi qu'on a toujours eu plaisir à vous faire visiter à travers notre station de Ouargla et à travers bien sûr les différents sites qu'on a pu donc visiter. Voilà, c'est cela. L'Oqsar de Ouargla aussi qui est une ancienne bâtisse
qui est à visiter, qui est peut-être aujourd'hui fragilisé par les nouvelles constructions et par le passage du temps, mais en tout cas qui est bien encadré par des spécialistes qui travaillent sur la restauration et la rénovation. Voilà. C'est un livre qu'on a voulu vous proposer ce matin. J'espère en tout cas que vous avez apprécié notre émission d'aujourd'hui. On est arrivé au terme donc de l'émission. Excellente journée à vous tous. Saha Ramdankom encore une fois. Bonne journée et bien sûr Saha Siamkom. À demain bien sûr avec Mahrez Rabia à partir de 9h du matin. Merci à toute l'équipe et au revoir. Bonne journée.